si l'Afrique avait des bombes nucléaires, serait-elle mieux respectée par l'Europe et les États-Unis? Qu'en pensez-vous? En tout cas, Mr Patrick Lumumba, un des plus fervents panafricanistes du continent, a déjà son avis sur le sujet. Écoutons la suite de ses propos, mes âmes sensibles s'abstenir car ce monsieur ne mâche pas ses mots. Parfois, je souhaite, et je le dis sérieusement, que nous aussi ayons l'arme nucléaire, car c'est ce que comprennent l'Europe et l'Amérique. Merci. Ceux qui ont été prononcés avant moi. Et rappelons-nous que l'ingérence en Afrique a commencé avec l'esclavage, lorsque l'esclavage avait perdu sa valeur. Elle est passée à la colonisation. Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir Berlin. Lorsque les puissances européennes siégeaient à Berlin et divisaient le continent africain en sphères d'influence. Lorsque la colonisation a perdu de son éclat à cause d'une combinaison de réalités soudaines et d'agitations en provenance du continent, nous avons retrouvé notre indépendance. Mais comme le disait John Henry Clough, ce grand Afro-Américain, nous avons retrouvé notre indépendance en imitant les systèmes de gouvernance européens. Et il affirme, à juste titre, qu'aucun pays africain ne réussira jamais sur la base de ces systèmes. Malgré les difficultés qu'ils ont vécues, la peine, la douleur qui leur a été infligée à travers les siècles d'esclavage, les Africains n'ont pas su voir venir la peste qu'était la colonisation. Celle-ci ayant pris la place de la précédente, enfonça et piétina encore plus cette Afrique déjà à genoux et meurtrie. Et même à la fin de ce système, je parle ici des indépendances et de leur soi-disant liberté retrouvée, son remplaçant encore plus terrible et machiavélique était déjà prêt à surgir, tapis dans l'ombre, le néocolonialisme. Une véritable mascarade, vous êtes libre, mais à condition que vous appliquiez ce que nous appelons démocratie. Autrement dit, vous n'êtes pas vraiment libre parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez. Une véritable liberté retrouvée aurait été de laisser le choix aux Africains de s'autodéterminer et de s'autodéfinir. Mais malheureusement tel n'a pas été le cas. Ok, revenons au discours de Mr Lumumba. Déjà on est tous d'accord sur ce point, les ambassadeurs européens ont très peu de respect pour les chefs d'État africains. Après cela, le projet néocolonial a été institué et nous nous souviendrons tous du livre de Kwame Nkrumah, Néocolonialism, The Last Stage of Imperialism, et il y parle du plus dangereux. Nous sommes désormais dans une phase néocoloniale où les puissances européennes sont à leur paroxysme diabolique. Au moment où les Américains sont les plus diaboliques, et cela ne m'échappe pas, ils se réuniront à Hiroshima la semaine prochaine dans le cadre du G7. Et comment interfèrent-ils? Ils interviennent militairement. Alors assurez-vous que vous, les militaires, êtes formés à Sandhurst, à West Point. Donc ils affectent votre esprit. Ils interviennent diplomatiquement, parfois par le biais de la diplomatie de la canonnière. Et c'est pourquoi vous voyez parfois votre ambassadeur européen typique traiter nos chefs d'État de manière condescendante. Ils interviennent par l'intermédiaire d'institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Juste rappelons-nous de cet ambassadeur américain en Afrique du Sud, qui s'était permis d'ouvertement accuser l'Afrique du Sud d'envoyer des armes à la Russie, afin de les soutenir dans leur guerre contre l'Ukraine. Il s'est permis de dire ça sans passer par les moyens diplomatiques conventionnels. Et par-dessus le marché, il y a de cela quelques mois, cet ambassadeur a affirmé publiquement que l'Afrique du Sud sera attaquée, qu'une bombe allait exploser dans l'un des quartiers les plus riches du pays. Et comme vous vous y attendiez, cela a suscité une véritable frayeur au sein de la population. Une telle frayeur, qu'il eût fallu que le président sud-africain intervienne pour démentir cette fake news et condamner les propos de l'ambassadeur américain. Si c'était l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis qui avait manqué de tact à un tel point,
La réponse des Américains aurait été simple, ils l'auraient foutu hors de leur pays illico presto. Et selon vous, comment mettent-ils en place cette ingérence dans nos pays, via les ING et une myriade d'organismes internationaux? On les voit se balader sur le continent disant qu'ils sont en train d'aider, mais ils n'aident pas de bon cœur, ils aident parce qu'ils ont des intérêts. En gros, nous sommes prêts à vous financer du moment que vous réfléchissez comme nous. Nous sommes prêts à vous financer du moment que vous acceptez nos systèmes. Vous connaître un semblant de liberté, mais uniquement si vous appliquez ce que nous appelons démocratie. Ils interviennent en veillant à ce, que notre infrastructure économique leur soit redevable grâce à la dollarisation. Ils interviennent par le biais de l'éducation. Ils interviennent en influençant nos processus, en nous prêtant des conseillers qui nous disent quoi faire. Le projet néocolonial est bien vivant et il est à son paroxysme le plus dangereux. Et nous, Africains, devons sentir le café. Si nous ne le faisons pas, ils continueront à intervenir. Sinon, comment interviennent-ils? Par l'intermédiaire des ONG, d'ANITA, CEDAR, UKAID, USAID. Ce sont des chevaux de Troie qu'ils introduisent dans nos pays dans le but d'influencer nos processus. Prenons l'exemple de l'Ouganda après que le président ait décidé ce qu'il a décidé. En rapport avec les mariages de même sexe. Il a dit pas chez moi, gardez ça chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ING, soi-disant organisations non gouvernementales, qui donnaient de l'argent aux gens atteints du VIH à hauteur de plus 300 millions de dollars, ont complètement mis fin à leur aide. Mais est-ce que c'était les atteints du VIH qui ont décidé de cette loi? Alors pourquoi, c'est eux qui doivent en subir les conséquences? Voilà ce qui arrive en gros quand on dépend des autres, on devient esclave de leur bon vouloir. Même la Banque pour le développement africain, qui est censée être une banque africaine, n'a pour actionnaire que des Occidentaux. Une banque africaine ne me fait pas rire. Même le bâtiment de l'Union africaine a été construit par des Chinois. Et comment pouvez-vous décider pour vous-même si on vous sponsorise? C'est tout à fait impossible. Le Commonwealth, ce n'est pas africain. Les francophones, les anglophones, la francophonie et toutes ces histoires ne sont pas africaines. Ce ne sont que les moyens par lesquels ils continuent de gérer et manipuler les Africains. Regardez la participation des Américains, celle des Allemands, celle des Japonais, celle des Français et celle des Européens ont fait leur part. Ils interviennent également par le biais des institutions postcoloniales. Le Commonwealth, des nations indépendantes, ce ne sont pas des États souverains issus d'une nation francophone. Ce sont les instruments par lesquels ils interviennent. Vous n'êtes ni francophone ou anglophone. En d'autres termes, nous, Africains, comme je le conclus, devons cesser de fonctionner en solo. Le Rwanda seul ne pourra pas y faire face. Le Burundi seul ne pourra pas y faire face. Mais si nous passons par les instances régionales et à terme par l'Union africaine, nous parviendrons peut-être effectivement à faire tomber ce rempart. Et rappelez-vous, il ne s'agit plus seulement de l'Europe. Il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique. Les Chinois sont là, les Turcs sont là, les Qataris sont là. Ils viennent tous, et ce sera nous qui payerons leurs frais. Nous, Africains, devons maintenant commencer à le reconnaître. Et cela a été reconnu dès 1963. Et le président de la Commission est ici. Ils fêteront leurs 60 ans à Addis Abeba, en Éthiopie. Et il y a 60 ans, le 24 mai, Kwame Nkrumah nous avait prévenus. Il a dit que si nous ne sommes pas unis, ils vont intervenir militairement contre nous. Ils vont interférer avec notre économie. Ils vont interférer avec notre agriculture. Ils vont interférer avec notre santé, notre devoir. Et j'espère que lorsque les chefs d'État et de gouvernement africains se réuniront à Addis la semaine prochaine, il ne s'agira pas d'un autre jamboree au cours duquel des discours pro-format seront lus. J'espère que ce sera l'occasion de donner un sens à l'agenda africain 2063. J'espère que ce sera l'occasion de donner un sens à la zone de libre-échange continentale africaine. J'espère que ce sera l'occasion de redynamiser la déclaration de Malabo, la déclaration de Maputo, la déclaration de Yamoussoukro. En d'autres termes, nous, Africains, comme je le conclus, devons cesser de fonctionner en silo. Et les bases militaires que vous voyez ici et là,
vous disent que si vous ne vous comportez pas bien, nous allons recourir à la force. C'est pour vous rappeler que si vous ne marchez pas selon nos métriques, notre ligne de pensée, notre façon de voir les choses, nous sommes là pour vous punir. Ils pensent que si l'Afrique avait des bombes nucléaires, nous recevrons un respect essentiel, un respect nécessaire de la part des États-Unis et de l'Europe. A-t-il raison ou tort ? Si les Africains disposaient de la puissance du nucléaire, seraient-ils considérés à leur juste valeur ? L'histoire est là et elle n'est pas muette. Prenez l'exemple de l'Irak. Si l'Irak avait vraiment les bombes nucléaires, vous pensez qu'ils seraient allés s'en prendre à eux ? Non, ils savaient qu'il n'y avait pas de bombes nucléaires là-bas et il n'y en avait pas, parce que s'il y en avait eu quelqu'un en aurait subi les conséquences. Pareil, pour l'Afghanistan, Cuba et bien d'autres. Vous savez pourquoi ils ne partent pas en Corée du Nord ? Malgré le qu'ils en meurent d'envie. C'est parce qu'il y a eu une véritable force militaire en Corée du Nord. Le criminel n'a généralement peur que de sa propre violence. Car c'est la seule vérité qu'il connaît. L'homme est et restera un loup pour l'homme.